Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Pierre-Xavier de Marliave, je suis directeur des programmes intra-sur-mesure de Centrale Supélec Executive Education. Alors merci de vous être connectés ce matin à cette conférence en ligne. Vous êtes certainement intrigués par ce titre à consonance biblique, prêtre, prophète ou roi. Vous êtes présents ce matin car vous voulez en savoir plus sur le leadership et le rôle du manager. Alors, interviendront ce matin pour animer ce webinaire. François, est-ce que tu peux bouger le slide? Voilà. Interviendront ce matin pour animer ce webinaire François Bert, qui est un professeur régulier intervenant à Centrale Supélec Executive Education sur les questions de gestion des hommes, l'accompagnement des hauts potentiels. François Bert est fondateur du cabinet de conseil Edelweiss RH, de l'école du discernement, qui accompagne les dirigeants en discernement situationnel. François est saint-cyrien d'origine, ancien officier parachutiste de la Légion étrangère. Il est auteur de plusieurs ouvrages de référence. Le temps des chefs est venu et il intervient de façon régulière sur les chaînes de télévision, notamment LCI, pas plus tard que hier soir, François. Interviendra également Caroline Venn, qui est directrice pédagogique sur les sujets soft skills, gestion des hommes et des sujets de transformation d'entreprise à Centrale Supélec Executive Education. Caroline est fondateur du cabinet eWIPS et elle est certifiée coach en psychologie positive. François, si tu peux montrer le slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc, l'école centrale Supélec, depuis longtemps, est reconnue pour son expertise dans le domaine des soft skills. C'est une spécificité de l'école, former des ingénieurs capables d'être à la fois leaders, innovateurs et entrepreneurs. Et cet ADN se retrouve dans le programme de formation continue que nous proposons aux grandes entreprises. Et le leadership est un sujet que nous insérons très souvent dans les parcours de formation sur mesure pour les grandes entreprises qui nous sollicitent. La gestion des hommes, les soft skills représentent une thématique extrêmement importante par rapport à l'ensemble des programmes que nous proposons. Et je vais laisser la parole à Caroline, directrice pédagogique, nous présenter cette thématique en quelques mots avant de commencer notre webinaire. Merci Pierre-Xavier et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là ce matin avec vous. Oui, la gestion des hommes nous préoccupe directement dans l'ensemble de nos programmes et même quand nous assurons des programmes de nature technique ou technologique, nous avons à cœur de replacer l'homme comme le principal acteur de ces transformations. C'est un ADN de l'école, comme l'a dit Pierre-Xavier, que nous reprenons régulièrement dans l'ensemble de nos programmes. Alors pourquoi s'intéresser aux hommes? Eh bien parce qu'ils sont les principaux artisans des transformations et ils sont également et ils devraient être les principaux bénéficiaires de ces transformations. Et donc replacer l'humain dans sa fonction d'assurer un progrès qui soit un progrès à son service et non pas à son encontre est pour nous absolument majeur et fait partie de notre raison d'être. C'est pour ça que nous entourons d'intervenants comme François, qui, par son passé plus ancien de militaire et plus récent de consultant sur les types de comportements et de personnalités, ont su faire de la matière humaine une connaissance intime et remettre cette connaissance intime au service à la fois de l'entreprise et de l'homme qui la porte. C'est pourquoi nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Vous vous en souvenez peut-être si vous étiez déjà parmi nous. François est intervenu il y a quelques semaines sur une première thématique de son expérience. Et cette première thématique, elle tournait autour de la mission. Et nous avions qualifié le chef comme étant le professionnel de la mission chargé de mener à bien cette mission et de faire converger finalement les énergies individuelles et collectives vers cette mission. Aujourd'hui, François revient avec un deuxième sujet qui nous permettra d'approfondir finalement la façon dont chacun
pourra prendre sa place dans cette mission en fonction de sa personnalité et en fonction de ses préférences comportementales. Évidemment, ça nous tient beaucoup à cœur car on sait bien qu'aujourd'hui, eh bien, c'est par le collectif que le succès arrive. Et encore faut-il que le collectif fonctionne et non pas dysfonctionne. Et pour cela, François va nous livrer quelques réflexions que nous allons pouvoir partager. Merci François, c'est à toi. Merci beaucoup Caroline pour cette introduction. Merci Pierre-Xavier. C'est avec plaisir que je vous retrouve. Le sujet est immense effectivement et on avait dressé la dernière fois un axe général qui a touché du doigt beaucoup de choses à la fois et je suis heureux de pouvoir m'appesantir davantage sur le sujet justement de la répartition du rôle de chacun dans le collectif. Pour commencer, j'aime bien souvent commencer avec une anecdote assez basique qui pourra éclairer d'autres choses. Quand j'étais officier, je me rappelle à la fin de Saint-Cyr, en fait, peu avant le choix des armes. Vous savez que quand on sort de Saint-Cyr, on choisit son arme. Donc, on peut soit être dans l'infanterie, arme de contact par excellence, là, il y a les blindés, le génie qui est plus une arme soit de construction, soit de destruction, l'artillerie qui tire de loin et en courbe, les armes de soutien, etc., etc. Et je croise un officier qui est instructeur et qui me dit, au moment où je réfléchissais au choix des armes, il me dit, bah, écoute, moi, c'est très simple. Quand il s'est agi de choisir mon arme, je me suis rappelé ce que j'aimais quand j'étais au scout. Alors, vous avez peut-être fait du scoutisme, vous avez peut-être fait aussi des colonies de vacances, des camps de jeunes, tous, quelle que soit la configuration que vous avez été amené à ça. Et il m'a dit, bah, en fait, c'est simple, hein, en gros, il y avait 3 activités principales qui étaient les installations, comment on construit son campement et qu'on fait des installations en bois comme un ingénieur. Le grand jeu qui est comment on est réveillé la nuit pour se retrouver dans des situations inattendues et aller faire des choses dans les configurations les plus nocturnes et les plus rugueuses qui soient. Et puis les veillées, lieu de convivialité par excellence. Et il m'a dit, voilà, moi j'ai réfléchi et ce que je préférais, c'était les installations. Donc j'ai choisi le génie. Voilà. Et ben moi, ce que je préférais, c'était le grand jeu. C'était quand c'est complètement dans l'inconnu, quand il y a de la bagarre, quand on peut embarquer des gens dans le brouillard. Et cette anecdote toute simple m'a aidé à choisir mon arme. Voilà. Je vous pose cette question parce que, vous voyez, on va se projeter là sur le futur, mais souvent on s'aperçoit que c'est dans les attitudes d'enfance qu'on a des évidences. Et que, comme par hasard, le rythme des études, l'accession à un bon niveau social nous oblige ensuite à faire des choix beaucoup plus raisonnables, mais qu'en fait, il n'est pas forcément idiot de revenir à ces inspirations d'enfance parce que c'est souvent là qu'on a rendez-vous avec la plus grande fécondité. Pour vous permettre d'avancer pas à pas dans cette réflexion de la fécondité, et on verra que fécondité rime avec autorité, j'aimerais vous poser une première question et vous faire travailler un peu pour vous faire prendre conscience de la manière dont vous fonctionnez. Imaginez que vous deviez aller dans un pays pour y développer une nouvelle entité. Vous allez prendre des contacts sur place, embarquer un certain nombre d'acteurs, devoir gérer de l'inattendu, être en capacité de prouver quel est votre mode de fonctionnement, bref. Le jour où vous inaugurez votre entité avec un responsable local, quel est pour vous le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Et là, je vais lancer le premier sondage. Voilà, donc lançons le premier sondage. Quel est pour vous le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? C'est le fait qu'on puisse vous dire, ah ben alors, vous avez une super idée. Par exemple, c'est vous qui avez pensé, je ne sais pas, associer les personnes âgées au projet, ou c'est vous qui avez eu tel axe technique. Voilà, on va vous dire, super idée, bravo d'avoir eu cette idée. Deuxième compliment qu'on puisse vous faire, c'est vous qui avez géré, là, on a vu qu'il y avait pas mal de difficultés au départ, bravo d'avoir géré cette crise. On va plus vous valoriser sur la gestion de cet imprévu. Troisième compliment, très simple, j'adore travailler avec vous. Quatrième compliment, je suis passé sur vos installations là, j'ai vu ce que vous faites. Franchement, vous maîtrisez votre sujet. Et puis, dernier compliment,
l'autre jour, quand vous êtes venu dans mon bureau pour me parler de votre projet, franchement, je ne croyais pas à votre truc. Je ne sais pas quand vous avez trouvé les mots ce jour-là, mais vous m'avez convaincu. Donc, je vous laisse répondre à ce premier sondage. Super idée, bravo d'avoir géré la crise, j'adore travailler avec vous, vous maîtrisez votre sujet, vous m'avez convaincu. Quel est le compliment qui vous touche le plus? Alors, quels sont les résultats du sondage? Là, je ne vois pas encore les résultats. Ils sont affichés. Donc, François, tu as 3% sur super idée, 21% sur bravo d'avoir géré la crise, 35% oui. J'adore travailler avec vous, 18% vous maîtrisez votre sujet, 24% vous m'avez convaincu. Vous voyez comment c'est extrêmement réparti, déjà, et avec une population qui est relativement homogène. Donc, première question, pour compléter cette première analyse, je vais vous poser une deuxième question. Quand vous avez répondu à cette question, à la première question, est-ce que vous avez choisi un compliment qui souligne ce qui est pour vous un domaine de facilité, c'est-à-dire que vous êtes content qu'on vous reconnaisse dans quelque chose où vous êtes à l'aise, ou est-ce que ça a été plutôt pour vous un défi à relever et vous êtes content qu'on souligne le défi que vous avez relevé et le compliment que vous choisissez, c'est le compliment qui valorise le défi que vous avez relevé. Donc, répondez à cette deuxième question. Le compliment que vous avez choisi, c'était une zone de facilité ou c'était plus un défi à relever? Donc là, François, tu as 84% un défi à relever et 16% un domaine de facilité. Vous voyez encore comment ça change. Je vais vous faire exprimer, vous voyez, avec simplement, vous voyez, en deux questions, vous voyez comment, dans votre fonctionnement quotidien, j'aime beaucoup la question du compliment. D'une part, parce que c'est une bonne manière d'appréhender les choses. Je dis ça pour vous, mesdames, qui suivez notre conférence. Vous savez comment il faut parler à une femme. Il faut toujours un sujet, un verbe, un compliment. Voilà. Donc, le compliment, ça fait toujours du bien. Non. Mais d'une part, parce que c'est un très bon indicateur, en fait, le compliment, de la manière dont on a besoin d'être reconnu, valorisé au travail, et qu'on soit homme ou femme, c'est très clair. Voilà. Et voyez comment c'est parlant de voir comment sur un travail qui a l'air similaire, puisque je ne vous ai même pas précisé quel était votre poste, je vous ai mis dans une position de polyvalence. Vous voyez très bien comment certains vont être beaucoup plus attachés au lieu de la gestion de l'imprévu, d'autres à la relation, j'adore travailler avec vous en fait, d'autres au sujet de la conviction, et d'autres enfin sur la reconnaissance de l'expertise. Vous maîtrisez votre sujet. Voilà. Mais c'est d'autant plus intéressant par rapport aussi à la population que vous constituez quand on voit si le compliment pour vous, vous l'attendez sur les lieux où vous vous mettez en difficulté pour progresser, ou si c'est un lieu où vous êtes plutôt naturellement confortable. Si on avait le temps, on pourrait d'ailleurs reprendre chaque compliment pour voir si ce compliment-là est pour vous un lieu nominal de facilité ou si c'est un lieu de défi à relever. Alors, notamment, vous voyez que, intéressant à voir, le binôme expertise-conviction qu'on voit à la fin. En fait, j'adore travailler avec vous. Normalement, c'est nominal.
c'est plutôt un lieu de facilité, ou alors on se pose des questions. Mais les trois questions que sont gestion de crise, maîtrise technique du sujet et la partie conviction, vous voyez comment c'est là que se fait le débat du lieu de facilité et du lieu de preuve. Et du lieu de preuve et la manière dont on va attendre qu'on soit reconnu sur là où on doit faire le plus d'efforts. Ça va profondément m'interroger parce que ça souligne une chose que je trouve qu'on ne voit pas assez dans la manière d'aborder les personnalités, c'est que tôt ou tard, il faut bien le reconnaître, il y a un moteur inné de personnalité. Si on veut être durable, c'est vraiment le point clé de toutes mes interventions, c'est le travail de la durée. Il y a un moment où, même s'il est bon de se perfectionner là où on n'est pas naturellement disposé, il faut aller chercher son lieu de première fécondité. Alors, sur la base de ce sondage, je vais aller un peu plus en profondeur pour pouvoir précisément expliquer ça. C'est bon pour tout le monde? Vous voyez mon écran? Ok. Alors, je vais moi-même y accéder. Oui, on voit. Faut que tu avances par contre. Voilà. Alors, ça va être le premier point de mon intervention et on va travailler aujourd'hui en 3 points. Les 3 moteurs de personnalité. Ensuite, je vais regarder les écueils que cette personnalité, que ces moteurs de personnalité produisent sur le fonctionnement quotidien quand on est en position de management classique, on va dire. Et puis après, une troisième question justement sur, en allant plus loin, quelle autorité pour quelle personnalité et aller plus précisément sur la deuxième partie de ma proposition, hein, quel manager êtes-vous, c'est-à-dire quel type de management peut vous correspondre. On verra qu'il y a on a une vision un peu universelle du management, il y a des axes d'application différents qui permettent à chacun de retrouver son compte par rapport à sa personnalité. Si je reviens sur les moteurs de personnalité, voilà l'idée. En gros, on a tous 3 pôles de qualité. On a des qualités cérébrales d'abord, qui sont sans doute celles qu'on valorise le plus dans le système scolaire. Vous comprenez bien pourquoi il y a une difficulté, c'est que si on regarde le système scolaire, presque tout est uniquement focalisé là-dessus. Il y a ensuite des qualités relationnelles et il y a enfin des qualités décisionnelles. Et je pense que la troisième est sans doute la grande oubliée de système scolaire, y compris pour moi dans le système de grandes écoles, parce qu'on considère que décider, ça va de soi. Sauf que décider, c'est un métier. C'est une manière d'être en tant que tel. Donc, on est bien d'accord qu'on a tous des qualités dans ces 3 pôles que sont les qualités cérébrales, relationnelles et décisionnelles. Mon ennemi personnel est l'image qui va suivre. Mon ennemi personnel s'appelle le CV. Le CV, c'est la continuation du carnet de notes. Je ne dis pas simplement ça parce que je n'ai pas toujours été à l'aise à l'école et que j'ai été, on va dire, de la catégorie des moissons tardives. Le CV ne fait que recenser, vous voyez, toutes les petites listes de qualités que je vous ai dit avant en les mettant sur une seule page. Le CV fait 3 erreurs. Le premier, c'est qu'il résonne dans l'instantané et non pas dans la durée. Il croit que parce que tout est rassemblé sur une page, eh bien, ça y est, vous êtes prêt à tout. Si on suit cette logique, François Hollande est le manager de l'année. Parce qu'effectivement, il a tout sur le CV. Je ne suis pas sûr que la réalité des faits ait confirmé ce que le CV promettait. La deuxième erreur du CV, c'est qu'elle considère les gens comme des sommes, alors qu'ils sont un algorithme. C'est-à-dire que, on va le voir plus en profondeur, dire que quelqu'un est juste une accumulation de savoir, c'est un non-sens absolu, ou c'est faire ce que j'appelle et que je décris souvent en recrutement, le syndrome du botaniste. Croire que parce que quelqu'un connaît toutes les espèces, il saura traverser la jungle. En général, à l'heure de tuer le serpent, il ne s'agit pas de connaître son cycle de reproduction, ni sa couleur d'écaille, mais bien de savoir le tuer. Donc, considérer qu'on n'est qu'une somme de connaissances est une vision complètement décalée par rapport à la réalité opérationnelle. Troisième chose, et c'est sans doute la plus importante, c'est qu'il y a un mythe qui est particulièrement français, qui est de considérer que être bon, c'est être bon partout.
Et donc, encore une fois, qu'à partir du moment où on a coché toutes les cases de la connaissance, ça y est, on est bon. C'est un non-sens absolu. C'est-à-dire que vous prenez le plus grand énarque, puisqu'il s'agit précisément actuellement de réformer l'école, je pense qu'il est capable de vous parler de tout, comme on l'apprend aussi à Sciences Po. Il est capable d'avoir un débat sur tout. Il est capable de vous produire un doctorat sur l'intelligence émotionnelle. Sauf que vous lui mettez en face de lui Robert pour savoir comment gérer sa crise personnelle, il n'y a plus personne. Parce que il ne s'agit pas d'être simplement dans une logique de connaissance. On avait pu l'évoquer la dernière fois, ça s'appelle une intelligence de dictionnaire, ça. Répondre tout sur tout, savoir tout sur tout, c'est une intelligence de dictionnaire. Mais l'essentiel de ce qui se passe au niveau relationnel ou au niveau décisionnel n'est pas de l'ordre de la connaissance mesurable sur une ligne de CV, mais d'une modalité d'intelligence différente qui produit des effets dont on pourra mesurer la portée, là aussi de manière différente. Donc ça, on oublie. On oublie parce que c'est une illusion. Je finis là-dessus en disant qu'il ne faut pas vous étonner souvent de vous faire avoir dans les recrutements, parce que forcément, quand on raisonne comme ça, on se laisse illusionner par celui qui vous envoie le plus de signaux favorables, mais on ne prend pas la peine d'évaluer les gens au niveau comportemental, et ben, les faits le feront à votre place, et en général de manière douloureuse. Alors, comment ça fonctionne la personnalité? Je reviens. Les pôles de qualité que je vous ai évoqués tout à l'heure, eh bien, c'est des moteurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours un dominant. Il y a le moteur cérébral, le moteur relationnel et le moteur décisionnel. Si je prends une image biblique simple, mais vous pourrez retrouver ça dans tous les modes de civilisation, en fait, hein, reprenez ne serait-ce que les castes des Indiens, on retrouve exactement les mêmes choses, même si ce n'est pas forcément mis dans cet ordre-là. Eh bien, il y a les prêtres, les prophètes et les rois. On est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Et on a bien vu, l'histoire nous l'a montré à chaque étape, que vouloir se passer de cette répartition conduisait à des calamités parce que dans la durée, ça ne va pas donner les mêmes comportements. Et que les prophètes sont là pour donner la direction, mais que quand on les met au pilotage, ça ne marche pas. Donc, pour vous donner un exemple concret, on va prendre l'idée de 3 médecins. Si vous prenez un médecin Mère Teresa, un médecin chercheur expert ou un médecin urgentiste, ils peuvent avoir sur le papier le même CV. La différence va se faire dans la durée. Là encore. Pourquoi? Parce qu'un médecin Mère Teresa, pour lui, la connaissance pour lui est prétexte à la relation. Ce qui l'intéresse, c'est d'interagir avec justesse. Vous lui présentez 200 fois la même pathologie, ça lui pose aucun problème parce qu'il rencontre 200 personnes. Ce qui va faire que le malade chez lui va pouvoir se sentir bien et se développer, c'est la qualité du lien qu'il va créer. On peut dire ça comme ça, un médecin Mère Teresa, c'est quelqu'un qui se nourrit d'abord d'interaction, un médecin relationnel, et qui produit du lien. Son métier, c'est la production de liens. Le prophète, ou moteur cérébral, c'est le médecin expert ou chercheur. C'est-à-dire que pour lui, c'est l'inverse. Pour lui, la relation est prétexte à la connaissance. Ce qui l'intéresse, c'est pas de rencontrer des gens, même s'il peut être tout à fait agréable et bon relationnellement. C'est d'avoir des occasions de montrer qu'il sait des choses ou d'avoir des occasions de trouver des nouvelles choses. Mais sa légitimité va se manifester par rapport à un contenu. Et donc, le médecin expert ou chercheur, il se nourrit d'abord de données, même s'il a des interactions, mais son cœur de sujet, c'est comment il va sur un contenu et il produit du contenu. Que ce soit des idées, des conseils, des plans, des process, des expertises. Sa légitimité, c'est l'expertise. Je pense comme ça, toute une série de plans covidiens qui nous concernent, je pense qu'ils sont d'abord faits par des prophètes, qui sont parfois des prophètes de malheur, mais qui sont obsédés par l'idée de produire un contenu sans réfléchir forcément au rapport au contexte, à l'évolution des contextes, à l'évolution des priorités, à la manière dont les choses bougent sur des choses plus graves, parce qu'ils sont enfermés dans leur process. Et ça tombe bien, ça nous amène au moteur décisionnel, qui est celui du roi. Et le roi, lui, c'est le médecin urgentiste. Le médecin urgentiste, son métier, c'est de produire de la décision.
parce qu'il est dans un matériau qui est relatif, qui ne cesse pas de bouger, et il se nourrit de contexte, et il produit donc de la décision. Parce que, hein, je suis navré, mais la liste des urgences un soir d'un 13 novembre 2015 au Bataclan, à l'hôpital Percy, puisque c'est là que les malades étaient, n'est pas forcément la même que celle d'un hôpital de province un dimanche après-midi. On est dans un domaine relatif. Si on prend le Covid, vous voyez très bien que entre la situation de mars, la situation de septembre, la situation d'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a tout un protocole médical dans lequel on réfléchit sur un certain nombre de choses, qu'il n'y a pas d'autres dangers en France, qu'il n'y a pas d'autres maladies déjà, mais qu'il n'y a pas d'autres sujets, qu'on n'est pas simplement des patients en liberté avec ou sans masque, avec ou sans test, qu'il y a une vie qui continue et que quand on s'obsède simplement d'être dans une logique de process, on risque de passer complètement à côté de la réalité parce qu'on est purement dans le contenu. Ça nous fera justement la transition sur les écueils. Mais voilà. Donc, comprenez bien déjà ces trois pôles-là. Bien sûr qu'on a des qualités dans les trois, mais il y a toujours une dominante. Et la dominante permet de savoir là où on se sent légitime. Et vous voyez comment ça résonne avec ce que je vous ai dit dans le sondage du lieu où on a besoin d'être mesuré. Le lieu de mesure, et vous voyez qu'il faut le voir pour certains en direct, pour d'autres à l'inverse. En direct, si vous avez choisi les 16% qu'on choisisse plutôt le lieu de la facilité, à l'inverse, pour ceux qui ont choisi plutôt le lieu du défi, traduit, là où on a besoin d'abord de se sentir exister, c'est-à-dire par la qualité du contenu qu'on délivre, par la qualité du lien qu'on crée ou par la qualité de la décision. Si on met vous comprenez bien que si je mets mon médecin Mère Teresa aux urgences, hein, il va tellement bien s'occuper du premier malade que tous les autres vont crever derrière. Si je mets mon médecin cérébral aux urgences, il va me faire un système atomique super sophistiqué, sauf que le temps qu'il élabore, déjà, il y aura eu beaucoup de morts. Et enfin, comme tout dispositif trop sophistiqué, ça va nous faire une ligne magino-mentale, c'est-à-dire une ligne que les événements futurs vont contourner, comme les Allemands en 40. Donc, pareil, si je mets mon roi dans un dispensaire, je pense qu'il va être tellement dans l'action et tellement dans un retrait pour pouvoir décider qu'il va manquer de contact avec les malades du dispensaire. Si je le mets à l'Institut Pasteur, il va être tellement obsédé par l'idée d'être dans le contexte et de repositionner que ça va manquer un peu d'épaisseur. On va lui demander d'aller beaucoup plus loin, etc., etc. De l'intérêt, même si on a des qualités pour tout, que quand on se met dans un positionnement de durée, de l'intérêt de comprendre là où on fonctionne le mieux pour pouvoir produire son meilleur effet et éviter de me mettre, on pourrait aussi finir, si je mets le médecin Mère Teresa à l'Institut Pasteur, il dépérit, si je mets le médecin à l'Institut Pasteur en dispensaire à Calcutta, il dépérit, etc., etc. Ça, c'est ma première idée et j'arrêterai là pour la présentation. C'est bon, on a récupéré les caméras. OK. Première idée, les trois moteurs. Il y a un moteur inné de personnalité. Il faut comprendre comment on fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser partout. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des qualités dans tout. Mais ça veut dire que si on veut être durable, il faut se mettre dans l'axe porteur, dans l'axe premier de son talent. Si on ne le fait pas, qu'est-ce que ça produit? Je vais avoir deux réflexions. Je vous l'ai annoncé. Les écueils, c'est-à-dire quand on est dans du pur management, j'entends par là du management opérationnel, avec beaucoup de décisions à prendre, qu'est-ce que ça produit? Et si on comprend ça, du coup, quel type de management, parce qu'il y a des managements alternatifs qu'on choisit pour pouvoir être à sa place. Si on est dans du management opérationnel, les écueils, c'est quoi? Je vais parler plutôt des prophètes et des prêtres, puisque les rois sont plus à leur place naturellement dans le management opérationnel. Ça produit chez les prophètes ce que j'appelle soit le rigide, soit monsieur je sais tout. Le rigide, c'est souvent le créatif. Parce que le créatif, il croit que l'idée, à partir du moment où elle est émise, elle va naturellement se traduire dans les faits. Comme si le réel était suspendu à cette idée magique et qu'il était prêt au coup de sifflet à venir se plier à la règle de l'idée. Ça ne se passe pas comme ça. Et au passage, vous comprenez bien pourquoi tous les chefs d'État qu'on a eus qui étaient des idéologues, et qui avaient parfois une créativité sans doute forcée avec un peu de stupéfiant, nous ont amené à des calamités. Le communisme ou le nazisme, c'est des idées pures qu'on veut faire passer en force dans la réalité.
Et donc, ça amène à cette rigidité sanglante. Mais sans aller jusqu'à cette extrémité-là, je pense que autant Steve Jobs est quelqu'un de génial, qui a éclairé le marketing et beaucoup de choses, d'éléments inattendus et dont on peut encore mesurer l'effet, autant je pense que le travail avec lui ne devait pas être une sinécure. Et que ça, c'est un sujet que j'aborderai dans une autre formation. Il était urgent qu'il y ait une zone tampon entre lui et les gens à manager. Le côté monsieur je sais tout, donc voilà, ça c'est le rigide. Il y a beaucoup de créatifs, quand ils prennent des boîtes, qui vont, sans s'en rendre compte, être hyper rigides parce qu'ils veulent à tout prix que leurs idées se réalisent et que du coup, ils ont un mal fou à gérer en fait ce qui va revenir du terrain pour lui dire que bah non, il y a une contrainte de l'espace-temps qui ne permet pas que l'idée se réalise à la lettre. Sur la partie monsieur je sais tout, je vise plutôt les experts. Les experts qui sont dans une logique assez souvent d'exhaustivité. L'exhaustivité montre qu'en fait, vous voyez pourquoi j'ai autant souligné sur la partie CV de être bon, c'est être bon partout. Ça, c'est une logique de connaissance, ce n'est pas une logique de vie. Et donc, l'expert, comme sa légitimité, c'est de savoir, quand il a dans son équipe quelqu'un qui sait mieux que lui, il peut le prendre comme une menace. Parce qu'il se sent profondément remis en cause sur le lieu où il se sent légitime. Donc, soit il va chercher à éteindre des compétences qui sont à côté de lui, soit il va faire ce que j'ai souvent trouvé. Vous voyez, on parle de science du leadership et du management. Il y a hélas trop souvent dans les gens qui enseignent le leadership et le management, des gens qui sont des purs experts du leadership et du management. Donc, ils font des choses atomiques qui sont inopérables. Parce que, à défaut d'avoir pu déployer leur expertise technique, ils ont fait du management une science nouvelle. Sauf que le management, on y reviendra, c'est une science de l'écoute. Ce n'est pas une science de savoir. C'est une science contextuelle. Et donc, on est là, encore une fois, dans la logique de monsieur je sais tout, et on va vouloir faire des méthodes au risque de déployer un plan qui coche des cases et en étant à côté de la réalité. C'est le fameux syndrome que j'appelle, moi, de la construction de paquebots dans des criques grecques. Les experts construisent des paquebots dans des criques grecques, des trucs parfaits qui ne peuvent pas sortir. Et vont venir insulter le port grec en disant pourquoi tu n'as pas accueilli mon paquebot? Et le port grec lui dit oui, mais c'est pas la taille adaptée. Le Zodiac est ton ami. Voilà. Et donc le débat peut durer longtemps. Donc ça, c'est sur les cas des prophètes quand ils sont dans du management opérationnel. Quand vous mettez les prêtres dans du management opérationnel ou les relationnels, vous comprenez bien que leur quête là va être celle de l'interaction d'abord. Et donc on va avoir deux tendances générales, qui est soit la logique du gentil, soit la logique du chef de bande. Donc pour ceux qui ont vu la dernière conférence, pour ceux qui en verront les suivantes, ils auront l'élément complémentaire. C'est un peu la correspondance de la logique centripète et de la logique, ce que j'appelais le leader centripète ou le leader centrifuge. C'est-à-dire que le chef de bande, il fait tout tourner autour de lui. Pour lui, l'interaction, c'est voilà, je crée une dynamique très très forte et donc j'aime que tout le monde tourne autour de moi. C'est vraiment Sarko dans sa splendeur. On a beaucoup de chefs de bande qui sont des gens qui au départ génèrent une énergie qui paraît très positive parce que ça déménage, mais on s'aperçoit qu'insensiblement, ça crée des espaces très clivés puisqu'il y a ceux qui sont dans l'intensité émotionnelle forte du leader et ceux qui ne sont pas. Donc, c'est toutes les tendances de gourou et tous les gens qui incantent un rapport particulier, comme quoi avec eux tout change, etc. Moi, je dis danger parce qu'en général, ils attachent tellement la suite des événements à leur personne qui mettent en danger la continuité de la structure, puisque concrètement, quand ils disparaîtront, il ne restera plus rien. Ils auront tout fait sur leur personne. Ça, c'est vraiment la logique de chef de bande. La logique du gentil, c'est celui qui considère qu'un bon leader, c'est celui qui s'occupe de tout le monde. Au passage, je vais être un peu dur, mais quand je vois le nombre, moi, de messages, mais cucul-la-praline à 2,50 francs sur les réseaux sociaux de l'opposition, manager bienveillant contre le chef, il y a un moment où il va falloir se réveiller quand même, parce que j'ai vu un paquet de managers bienveillants qui ont été des Louis XVI. C'est-à-dire qu'ils ont amené, en tenant la main, en chantant des belles chansons, un collectif à la catastrophe. Et ça a donné la révolution sanglante. Donc, il y a beaucoup d'entreprises où il y a des managers bienveillants qui font des calamités. Être un manager bienveillant, pour moi, ça ne veut rien dire. Il y a des managers qui embarquent le collectif en mettant chacun à leur place pour que ça produise un effet fécond.
Et il y a des managers qui soit sont effectivement des rigides, ça c'est l'opposé, soit sont des trop gentils et ils se font complètement bouffer. Le manager gentil, trop gentil, qu'est-ce qui se passe? Il se passe d'une part que, à force d'être gentil, on laisse les malfaisants tout puissants. Parce que concrètement, c'est parce qu'on se met dans une disposition de vouloir faire plaisir à tout le monde que celui qui a le plus de culot ou qui est le plus manipulateur va vous balader. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas tenable. Si vous voulez vous occuper de tout le monde, il y a un moment donné, vous explosez en plein vol. Ce n'est pas tenable de pouvoir vous occuper de tout le monde. La troisième chose, c'est que quand vous faites ça, le temps que vous passez à vous occuper de tout le monde, c'est un temps que vous ne consacrez pas à la vision des étapes futures. Et du coup, vous risquez de vous laisser complètement accaparer par des sujets périphériques et de ne pas voir le temps futur. Et c'est un peu Hollande dans sa splendeur. Hein. C'est-à-dire, j'ai voulu plaire à tout le monde, je finis, en général c'est comme ça que ça finit, je finis détesté par tout le monde. Et au moment où je suis en train de me laisser prendre en photo avec Leonarda, eh bien, des choses beaucoup plus graves se passent et je ne suis pas là pour répondre. Hein. Voyez, hein, si je me permets deux comparaisons politiques sans aller plus loin, mais vous voyez comment la logique de la diversité poussée à son extrême finit par nous tuer. C'est-à-dire que si on considère que chaque personne veut accaparer l'attention en disant je suis différent, il faut s'occuper plus de moi, on finit par ne plus jamais avancer. La manière de retourner l'explosion des logiques diversitaires, c'est d'entrer dans une logique de contribution. C'est de dire à chaque personne qui arrive avec sa différence, et c'est ça qui est très riche, non pas en quoi tu es différent et en quoi tu es à plaindre, au contraire, en quoi ta différence peut être contributrice. J'avais un ami aveugle et entrepreneur qui disait « Mon handicap ne m'a pas simplement donné une richesse pour les autres handicapés, elle m'a donné une richesse pour tout le monde parce que précisément, je voyais des choses que les gens ne voyaient pas. » Je citerai là-dessus mon associé à l'école du discernement qui est ancien sous-marinier. Il dit « Dans les sous-marins, on ne voit pas, du coup, on écoute. » Et ceux qui ont vu le chant du loup se souviendront de l'oreille d'or. Voilà. Donc, l'amiral Dupont parle très bien de ça. Voilà. Donc, comprenez bien que sortir de la logique du gentil, bah, c'est précisément de rentrer dans une logique de contribution et dire on va s'occuper de tout le monde. Moi, je ne crois pas, je suis désolé aussi au leader coach, ça n'existe pas ça quand on est dans une position opérationnelle, parce que le coach, sa finalité, c'est la personne. Le chef, sa finalité, c'est la mission. Si vous considérez que vous êtes là pour vous occuper de tout le monde, eh bien, vous laisserez disperser. Je finis sur ce côté-là avec une image un peu basique, mais je pense qu'il sera suffisamment signifiante. C'est l'histoire du roi lion. Le roi lion, c'est vrai qu'il passe ses journées à pas faire grand-chose, mais en général, quand il y a un danger qui arrive, il est là. Quand il y a deux mâles qui déboulent pour tuer les lionceaux, il va aller camprer, il ne va pas faire semblant. On lui pardonne facilement d'avoir passé des heures de paresse au soleil pour donner toute son énergie quand ça campe. Et c'est pour ça que j'avais pu dire dans certaines conférences qu'il y a un devoir de paresse opérationnelle du chef. Parce qu'on lui demande d'être là sur les vrais rendez-vous. S'il fait le malin, le roi lion, s'il fait le malin avec les lionnes pour montrer qu'il s'est chassé, et que oui, effectivement, il participe à tous les éléments de la vie collective, et à chaque étape, à chaque fois qu'il y aura une performance à montrer, il sera là pour prouver que oui, il est plus fort, oui, il court plus vite, oui, il s'est chassé. Ben, le jour où il y a les deux mâles qui déboulent, il n'y a plus personne. Il ne les aura pas vus venir, il n'aura plus l'énergie pour ça. Gardez peut-être cette image finale sur cette partie des écarts. Alors, ceci étant dit, une fois qu'on a axé, c'est ma deuxième partie, axé vraiment sur le management tel qu'on l'entend traditionnellement, sur un management opérationnel quand on gère des équipes importantes avec beaucoup d'aléas, il est important de savoir comment on peut repositionner néanmoins les talents de chacun sur des positions différentes. Là-dessus, j'aimerais partir de la définition de l'autorité. Cette troisième partie, c'est quelle autorité pour quelle personnalité. L'autorité, la définition de l'autorité que j'ai, c'est la puissance d'accomplissement de la mission. Ce qui fait que vous êtes pleinement reconnu dans votre autorité, c'est que vous avez une puissance pour accomplir votre mission propre. Vous comprenez là aussi que si je prends l'autorité au sens du pouvoir traditionnel, je finis définitivement
la transition avec le côté management opérationnel, ce n'est ni axé d'abord sur un contenu, et du coup, le fait d'incanter encore une fois le fait que vous savez tout sur tout, eh bien, c'est une autorité vaine de bibliothécaire qui ne sort pas souvent de son espace clos. Et de la même façon, si vous mettez l'autorité dans votre rapport aux autres, eh bien, vous avez le binôme mortifère de l'autoritaire et du débonnaire. Vous êtes soit autoritaire, soit débonnaire, soit vous alternez sans cesse parce que vous avez fait reposer votre autorité par rapport aux autres. Et donc, on va rentrer dans la logique gentil, méchant, gentil, méchant. Tout ça pèse à partir du moment, c'est pour ça que j'insiste sur cette logique de mission, où vous définissez l'autorité sur la mission. C'est-à-dire que vous considérez que votre autorité, c'est en ça que c'est un service, c'est comment vous mettez les gens dans l'axe de la mission. Qu'est-ce que la mission? La mission, c'est l'actualisation du débouché collectif. Là aussi, pardon pour ceux pour lesquels je me répète, ceux qui étaient présents à la conférence précédente, mais c'est l'actualisation du débouché de la mission, et donc c'est quelque chose de vivant qui demande une vraie présence aux éléments. Ceci étant posé, c'est très intéressant à voir, c'est que quand on part des personnalités, on va s'apercevoir que l'autorité va pouvoir se poser sur des axes différents en fonction de qui on est. En fait, on peut dire les choses très simplement. Il y a une autorité de savoir, mais là, elle prend place précisément dans des cadres de mission où le savoir est une finalité. Il y a des autorités de développement personnel ou d'interpersonnel, mais là aussi, il y a des configurations qui permettent de faire en sorte que ce soit le cas. Et puis, il y a les autorités de conduite temporelle. Et là, on est dans l'autorité que j'évoque quand je parle du management traditionnel historique, qui est celui de, encore une fois, d'un ensemble de personnes qu'on amène face à des aléas et pour lesquels on a donc une conduite temporelle. Si je traduis en management sur des mots plus concrets, et je finirai sur ce développement-là et je laisserai place à vos questions, il y a en fait 3 types de management assez clairs. Il y a le management de projet, il y a le management d'animation et il y a le management opération, le management d'opération. Le management d'opération, je finis, c'est le management traditionnel, encore une fois, celui qu'on évoque le plus souvent. Je me répète, quand vous avez un collectif qui est confronté à des aléas et qui faut emmener sur une mission quotidienne. Le management de projet, c'est quand vous construisez quelque chose, vous voyez bien que quand vous êtes chef de projet, vous êtes un concepteur. Donc, votre patron, c'est votre cerveau. Donc, c'est un management qui est tout à fait adéquat au cerveau. Au passage, dans l'armée, vous regardez le GIGN ou les commandos parachutistes, c'est beaucoup plus du management de projet que du management opération. Parce que vous avez 80% de préparation et 20% d'adaptation. Vous êtes beaucoup plus dans la construction de process que vous êtes dans la gestion de l'aléa. Il y a une part d'aléa, ce sont les 20%. Mais il y a une surpréparation. Donc, dans le management de projet ou le management de programme, il y a un lieu de règne tout particulier pour les prophètes et donc les moteurs cérébraux. Dans le management d'animation, et j'associe à ça tout ce qui peut être soit de la formation, où on va dire que les choses sont relativement figées, l'aléa est quand même très contrôlé, si ce n'est les problèmes de craie, de tableau et de repas. Voilà, l'aléa est contrôlé, ou tout ce qui sont les sujets d'accompagnement collectif, d'accompagnement individuel, là, on est dans une finalité où on fait la croissance de la personne. Et c'est pour ça que pour moi, dire que l'autorité c'est faire grandir, c'est limité. Pour moi, l'autorité c'est faire grandir quand on est dans un cadre qui est bordé. Mais quand on est dans un cadre opérationnel bousculé, je reviens sur le management traditionnel opération, c'est plus faire grandir, c'est emmener à la mission, c'est pas pareil. Et dans le management d'animation, c'est faire grandir, puisqu'effectivement, on est dans du développement personnel ou interpersonnel, on crée les conditions d'échange, de parole, de croissance, pour que chaque personne puisse aller plus loin dans son potentiel personnel. Mais vous voyez, quand on fait cette distinction, on arrive à voir clairement où est chacun et où est la finalité. La mission d'un management de projet, c'est bien le débouché de quelque chose qui a été conçu, qui est novateur, et donc il y a bien une logique d'alignement entre une conception et un résultat. Au passage, vous voyez très bien que beaucoup de startups ont une première phase projet avant de s'ouvrir au marché, et là, c'est là que les cérébraux jouent tout leur plein. Les startups commencent à vivre différemment
quand elles rentrent sur le marché, parce que là, quand elles rentrent sur le marché, leur patron, c'est plus la conception, leur patron, c'est l'événement. Et donc, quand le patron devient l'événement, on rentre dans du management opération. C'est là qu'il faut rentrer, on parlera dans la partie construction d'équipe, c'est là qu'il faut faire rentrer dans l'équipe quelqu'un dont le métier est l'accueil des événements. Et pour ça, donc, du coup, le discernement, ça donnera lieu à d'autres développements aussi dans d'autres conférences, qui permet justement de trier ces événements vers la décision. Et puis, quand vous êtes dans une configuration où la mission, c'est le développement des personnes, là il s'agit d'une autorité de développement interpersonnel, donc faire grandir. Là, les relationnels ont la pleine possibilité d'exprimer leur talent dans la manière de comprendre les gens, dans la manière de détecter chez eux les choses qui pourraient être cachées, dans la manière d'avoir une présence qui les rassure, qui les engage, qui les élève, dans la manière de connecter les gens entre eux. Et il y a un lieu de fécondité plein de toutes les personnes qui sont relationnelles. Voyez bien, et je conclurai comme ça, voyez bien comment c'est le seul fait de ne pas mettre les gens aux bons endroits qui peut produire des effets qui sont très néfastes. Vous voyez bien comment l'histoire a montré que le fait d'avoir mis à des postes de conduite opérationnelle, notamment dans les positions de chef de l'État, des gens qui n'étaient pas les bons, ont produit des calamités. Parce qu'on voulait, à tout prix, selon le fameux principe du CV, prouver qu'on était bon partout. On peut tout apprendre, par contre, on n'est pas bon durablement partout. Voilà. Je finirai avec cette conclusion. On ne sert durablement qu'en étant soi. Donc, à partir du moment où l'autorité est un service, on ne sert qu'en étant soi. Merci à tous et je suis bien sûr ouvert à toutes vos questions. Merci François. Merci François. N'hésitez pas à poser vos questions à François. Moi, je vais peut-être poser une première question, François, pour ouvrir le champ, pour ouvrir le tir, pour prendre une expression militaire. À ton avis, est-ce qu'on est immuablement dans une préférence comportementale que tu as décrite et à quel moment, finalement, de notre vie d'adulte ou d'adolescent se dessinent ces préférences? Ce qui sous-tend ma question, tu parlais tout à l'heure de revenir à l'enfance parfois pour redécouvrir des préférences spontanées. Et si on hésite dans la caractéristique de qui on est, à quel moment de sa vie finalement faut-il se référer avec des exemples pour essayer d'y voir plus clair? Oui, clairement. Alors, deux choses là-dessus. C'est que, encore une fois, ce qui est passionnant, c'est que l'humain va croître dans toutes les dimensions. Et c'est pour ça que souvent, moi, quand j'ai des clients qui viennent sur des sujets d'orientation professionnelle, je dis, moi, je viens là quand je suis utile quand la vie n'a pas fait son travail, mais le principal du travail, c'est la vie qu'il a fait. Hein. Et rien de tel que d'aller se confronter à plein d'environnements différents pour croître. Mais c'est ça qui est intéressant dans ta question justement, c'est de voir quel est le lieu où on déclenche. C'est qu'à un moment dans la vie, on passe de son besoin à son envie. C'est-à-dire que quand on va se confronter à des lieux dans lesquels on n'est pas naturel, on va vers son besoin. On va se perfectionner vers son besoin. Et puis, à un moment à partir duquel, quand on s'est suffisamment étoffé dans les lieux de manque, on a envie d'aller vers son envie. Et là, c'est là que les moteurs sont dans la pleine expression d'eux-mêmes. Et je rappellerai, parce que j'aime bien regarder les mots, que envie, ça s'écrit aussi en deux mots. Voilà. Et puis, deuxième réflexion sur le lieu de déclenchement. Le lieu de déclenchement, les symptômes et les causes. C'est-à-dire que les symptômes, ça va être la fatigue. En général, quand on voit qu'on est tout le temps fatigué, c'est qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que je dis que je suis un ostéopathe des organisations et des personnalités. Hein. C'est que j'interviens vraiment quand je vois un désalignement entre le poste et la personnalité. La deuxième chose, peut-être, c'est quand on prend conscience qu'on passe son temps à vouloir prouver. Si on est tout le temps dans une logique de preuve, c'est qu'on n'est pas soi. Hein. Parce que quand on est soi, en général, on n'a pas besoin de prouver. Et c'est là qu'on travaille, et ça, on verra ça beaucoup dans ma toute dernière intervention hein, sur les freins internes à la prise de décision, sur ce que j'appelle les 3 couches de la personnalité. C'est que vous apercevez que souvent, en fait, les gens, c'est ça qui est intéressant dans la construction familiale, commencent souvent un métier, pas tant pour faire ce qu'ils ont envie de faire, que de prouver à l'échelon parental ou à l'échelon social, quel qu'il soit, qui sont
grâce à quoi ils seront accueillis ou reconnus. Et donc, on est dans une logique de preuve. J'ai un père qui est super expert, et donc je fais tout pour montrer que je suis un expert comme les autres. Et du coup, je me retrouve effectivement, alors que je suis profondément relationnel, et la plaque. Hein. Moi, j'ai vu souvent, je me rappelle d'un consultant qui était venu me voir en disant, je ne comprends pas pourquoi je m'épuise autant sur le livrable. Je lui dis, mais c'est normal, le livrable, c'est, comme tes consultants, c'est le seul lieu où tu es mesuré. Mais tu t'épuises. Pourquoi? Parce que tu attends, toi, c'était quelqu'un d'ultra relationnel, tu attends qu'on te dise, putain, c'est incroyable, quand tu arrives quelque part, tu es capable de connecter les gens entre eux, tu comprends le fonctionnement des gens, tu arrives à les articuler, tu crées une ambiance favorable. Tu avais un lieu de mesure, c'est pour ça que j'aime bien la question du compliment par laquelle j'ai commencé, tu avais un lieu de mesure en entreprise qui n'était pas du tout beau. Et donc, certes, dans le métier de consultant, il y a du lien, mais le métier de consultant, il est d'abord orienté vers la production d'un contenu, donc c'est d'abord un métier de prophète, donc de cérébro. Et donc, tu étais mal mesuré. Et donc, c'est à ce moment-là que tu te dis, bon, voilà, typiquement, cette personne-là, elle est restée dans l'univers du conseil, mais elle est passée comme directeur du développement. Voilà. Alors, merci beaucoup et ça me fait écho évidemment à ce que nous, on apprécie et qu'on développe chez Central Spelec et notamment la psychologie positive dont Pierre-Xavier a dit auprès de laquelle j'étais formée. Et ce qui est incroyable, c'est que même si on a des approches extrêmement différentes, François et moi, on ne cesse de converger. Et à l'instant, tu viens de parler de la fatigue. Et je pense que la fatigue est un indicateur extrêmement puissant d'une éventuelle limite qui peut conduire à un burn-out. Et c'est pourquoi en psychologie positive, qui n'a rien à voir avec la psychologie bienveillante dont tu as parlé, pour laquelle je m'accorde avec toi sur les limites de cette bienveillance, en psychologie positive, on parle des forces. Et c'est sur ces forces qu'on propose à tout un chacun de se développer, justement pour être en capacité d'être au bon endroit, à la bonne place. Et ce qui nous permet d'identifier qu'on est bien dans une zone de force, c'est justement quand on constate que l'utiliser nous donne de l'énergie et ne nous fatigue pas. Et justement, on oppose cela à quelque chose qui pourrait être appris, qu'on appelle une compétence acquise, qui peut produire également d'excellents résultats. On peut être très performant, on peut savoir le faire très bien, mais une grande différence, c'est que dans ce cas-là, on ne va pas y trouver de l'énergie et donc, comme tu viens de le dire, on va se fatiguer à utiliser cette qualité, entre guillemets, qui ne nous correspond pas. Et c'est vraiment intéressant de poser le sujet par cet endroit par lequel tu l'abordes, qui rejoint également les leviers de psychologie positive et qui nous font dire que voilà, l'homme ou la femme va être à la bonne place quand elle va trouver de l'énergie dans ce qu'elle fait et que c'est par là qu'on peut mieux se connaître et donc mieux se développer dans le but d'être aussi dans l'interaction. Et cette logique d'interaction, elle est très importante parce que c'est dans l'interaction qu'on prend confiance et c'est dans l'interaction finalement qu'on teste ses qualités de manager et de leader. Et c'est pour ça aussi que la notion de développement personnel, moi, je ne l'aime pas trop non plus, parce que développement personnel peut tenter à penser qu'on va se refermer vers soi pour se connaître intrinsèquement. Or, ce qui nous fait grandir, c'est avant tout, comme tu viens de le dire, de nous frotter à des situations et à des personnes, et c'est comme ça finalement qu'on se connaît mieux, et non pas en regardant au fond de soi uniquement. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment des liens entre ce que tu viens de dire et ce qu'on essaye aussi de développer dans nos formations et bien sûr dans lesquelles tu interviens. Peut-être une deuxième question. Alors, je vois qu'il y en a une, excusez-moi, je n'arrive pas à la voir. Peut-être Brice, si tu peux la mettre dans le chat parce que je n'arrive pas à voir la question qui est. Voilà, je la lis. La question de catégoriser en 3 types, prophète, roi et prêtre, est intéressante, mais malgré son moteur préférentiel, est-ce que le discernement ne constitue pas aussi à mettre en avant l'une de ces 3 caractéristiques, ne consiste pas sans doute à mettre en avant l'une de ces 3 caractéristiques suivant la situation? Merci, et je partage aussi dans cette complémentarité doit être recherchée dans les équipes. Donc, est-ce que finalement, on va être dans un processus adaptatif qui va nous inciter quand même à mettre en avant le fait d'être prêtre, prophète ou roi selon la situation et pas seulement qui on est? Mais en fait, non, tout à fait. Après, comment dire, la réponse clé là-dessus, c'est la question, désolé, j'ai un chat dans la gorge,
se méfier des chats. C'est la question de la durée. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'on va pouvoir faire œuvre successivement de nos trois qualités, et c'est ce qui est passionnant, et c'est de les expérimenter. Après, dans la durée, il y aura un sujet qui va se poser, puisque, si je vous donne un exemple un peu basique, mais si vous demandez à un tireur d'élite de faire des points de situation, il va savoir déposer ses jumelles et prendre une vue d'ensemble. Mais c'est vraiment contre-naturel pour lui. C'est-à-dire qu'il est vraiment fait structurellement pour la décision. Donc, il va apprendre, hein, de la même façon que, voilà, vous allez avoir des chefs qui vont être obligés de se confronter à toute une série d'entretiens individuels dans lesquels ils ne sont pas forcément confortables. Il faut apprendre ça, il faut, en fonction des situations, et je suis d'accord que le discernement, c'est de voir là où est le centre de gravité. Pareil, si je vais toujours plus loin, il y a des moments dans les équipes où il faut savoir structurer, il y a des moments où il faut savoir tout poser, prendre un temps relationnel fort avec l'équipe parce que l'équipe ne va pas bien, il faut être complètement à l'écoute de ce temps relationnel, repartir dans un mode d'arbitrage où peut-être être un petit peu distant, etc. Donc, oui, sur la manière de l'utiliser. Après, la question pour soi-même, désolé. La question pour soi-même va forcément se poser de manière répétée parce que si on veut avoir la fécondité attendue, il faut pouvoir se mettre malgré tout dans l'axe principal de son talent. Et la deuxième partie de ce que vous dites est très vraie, c'est-à-dire que du coup, et ça on le développera dans des sujets futurs, la deuxième partie, c'est comment on articule les talents entre eux, c'est-à-dire que la réponse à la complexité, c'est précisément l'équipe complémentaire. Et tout l'enjeu, c'est de créer des équipes, non pas, là aussi, dans la logique de Monsieur Je sais tout, ou dans la logique de CV, on ne met que de la coalition d'expertise, alors que le cœur de sujet, pour moi, c'est de créer des personnalités complémentaires. 5 pistons coalisés sans bielle, ça ne fait pas un moteur. Vaut mieux un monocylindre qui marche que des pistons coalisés. Et donc là-dessus, on est tout à fait d'accord. Et pour dernière chose qui ferait le lien entre les deux questions, hein, sur cette logique de durée et sur cette logique de expérimenter, oui, mais pas forcément y rester définitivement, une des questions que je pose souvent en accompagnement aux gens, je leur dis, en quoi vous sentez-vous inusable? C'est-à-dire que quelle est votre scène de Molière? Molière a eu ce privilège de mourir dans la plénitude de l'activité pour laquelle il a vécu nuit et jour. Et quelle est votre scène de Molière? C'est-à-dire quelle est l'activité dans laquelle vous savez que vous pouvez tellement vous investir que la fatigue ne vous atteindra pas. C'est très parlant ça. Et ça rejoint ce que disait Caroline sur l'énergie positive. C'est-à-dire que quand on est dans un lieu d'expression de son talent, on est tellement dans un lieu où on se sent fécond, où on se sent à sa place, que tout vient. Et pareil, puisque Pierre-Xavier évoquait LCI hier, on me posait la question des nouveaux entrants, dans laquelle d'ailleurs il y a pas mal, il y a 2 centraliens, des nouveaux entrants dans le tableau des milliardaires, et on parlait de la chance. Et en fait, la chance, pour moi, c'est pas juste que le ciel d'un seul coup s'en trouve et vous gratifie de ses dons. La chance vient parce que vous êtes à votre place. Regardez Steve Jobs pour le coup. Steve Jobs, il a eu 12 ans d'interruption, hein, entre 85 et 97, pendant lequel il s'est fait dégager de la propre boîte qu'il avait créée quand même. Donc il est passé par un moment compliqué. Mais la chance est venue, l'alignement des planètes est venu de ce qu'il a persévéré dans l'axe de son talent. Je suis convaincu que la chance, en fait, la chance, c'est la fécondité qui vient avec éclat à un moment venu. Merci beaucoup, François. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Nous allons donc clôturer ce webinaire. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'y avoir participé. Pierre-Xavier, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci à tous. Et en fait, on vous donne rendez-vous, je reprends la date, le 4 juin, prévu un webinaire sur le thème « Mettre en mouvement son équipe ». Il y aura aussi un autre webinaire prévu en septembre sur durer dans la difficulté. Et un troisième, le 2 novembre, le contexte, mes parents et moi, frein intérieur à la prise de décision. Voilà, nous sommes dans une série avec François, le premier épisode, si j'ose dire, que vous avez peut-être vu, ou ceux qui ne l'ont pas vu peuvent le voir en replay, a eu lieu sur la plateforme Webikeo, sur laquelle je vous invite à vous inscrire. Voilà. Écoutez, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine fois.
Au revoir tout le Merci à monde. tous. Au revoir. Mm.